Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas combien de personnes venaient ici, si c'était des hommes ou des femmes, Oui. Pourquoi ils ont peint ces peintures-là, à quel but finalement. Quel but, voilà. Donc on continue à chercher. Et effectivement, Lascaux, si on ne préserve pas, les peintures risquent de disparaître. Elles disparaîtraient, voilà. Donc ce serait vraiment dommage déjà pour notre histoire à nous, pour notre patrimoine aussi d'une certaine manière. On peut parler aussi d'un patrimoine, bien sûr, c'en est un. Et patrimoine qui a quand même 20 000 ans, c'est exceptionnel Oui. déjà. Mais qui pourrait être détruit en très peu de temps Et qui si pourrait par être l'homme. détruit en quelques mois en fait. C'est une question pour ça, mais pourquoi il y a moins de peinture ici? Voilà, Pourquoi il y a moins de peinture ici, voilà. demande Charles. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est juste en fait le calcaire qui était beaucoup plus tendre, donc peu de calcite. Vous voyez cette matière blanche qui en fait elle emprisonnait réellement les pigments et du coup faisait que les peintures restaient. Ici la paroi est tendre et du coup il y a eu certainement un courant d'air qui a fait que les peintures ont disparu pour la plupart. Par contre, grâce à ce calcaire tendre, ici nous avons plutôt des gravures et nous avons préservé ces gravures. Bien évidemment, elles ont tenu pendant 20 000 ans. Donc là, on est dans, je le répète, dans une réplique donc de la grotte de Lascaux, une réplique pour pouvoir préserver ce site. On est avec Sébastien qui répond à toutes vos questions puisqu'on fait une visite totalement privée, puisque la grotte ouvrira au public officiellement le 15 décembre, donc jeudi prochain. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est là pour ça. Parce que c'est un peu compliqué finalement de comprendre l'art de la préhistoire. C'est pour ça que là, on est dans une première phase d'observation et ensuite, dans un deuxième temps, on arrivera pour comprendre un petit peu mieux ce qu'on vient de voir. Exactement. Donc là maintenant il est temps de voir un lieu extraordinaire. Nous y voilà. C'est un lieu qu'il fallait absolument montrer au public aujourd'hui. C'est ce qu'on a juste au-dessus de nos têtes. C'est une coupole, une véritable coupole. On appelle ce lieu l'abside. Et au-dessus de nos têtes se tient presque plus d'1 millier de gravures, en tout cas d'unités graphiques. Alors en fait on pense qu'ici… 1 millier ? Oui. Il y en a exactement aujourd'hui, on en a dénombré 1007. Alors pour l'instant, bon, même nous, on a un peu de mal effectivement à les voir, parce que c'est très sombre. Oui. Donc c'est normal si derrière l'écran, vous ne les voyez pas très bien. Et justement, par la suite, dans la visite, il va y avoir une lumière noire qui va apparaître sur ces gravures et va en faire transparaître environ 200. On en a choisi 200 qui vont apparaître au public et du coup, ils vont pouvoir observer ce qui se passe dans ce plafond extraordinaire. Alors certainement, ici, il y avait de très grandes figures peintes. Il en reste encore quelques traces, comme une tête de vache ici et des pattes. Mais ça, bien évidemment, c'est encore très délicat à voir. La tête de vache est juste ici. On voit son cou, son encolure et son dos ici. Mais c'est le cas aussi un peu partout. Juste au-dessus, nous avons des ramures de cervidés. En fait, il y a une construction dans cette abside. On retrouve en bas, dans une première partie, plutôt des bovins. Au-dessus, plutôt des cerfs. Et tout en haut, plutôt des chevaux. Il y a une construction en fait. Et par-dessus tout cela, un monticule, un brouhaha, j'ai envie de dire, de gravures qui viennent s'entremêler, se rencontrer. Et on retrouve à la fois des chevaux, des bovins et aussi un loup, entre autres, mais aussi beaucoup de cygnes. Voilà. Et donc toutes ces gravures et toutes ces peintures, elles ont été découvertes dès 1940, au moment où ces adolescents ont découvert la grotte, ou au fur et à mesure? Donc au fur et à mesure, bien sûr, mais quand même ça a été assez vite. Lorsque l'abbé Breuil est arrivé ici, bon, bien sûr pour lui c'était une consécration, c'était exceptionnel de découvrir ça. Et ça a été assez vite en fait. L'abbé Glory est arrivé ensuite et a fait des relevés de quasiment toutes les peintures et toutes les gravures. Nous avons un monticule d'archives qui nous montre encore bien évidemment ces relevés qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques. Et du coup, voilà, ça a été quand même assez vite juste après la découverte. D'ailleurs, on l'a très vite aussi ouverte au public, cette grotte. On voulait vraiment l'offrir au public, montrer de On s'était rendu compte de l'importance du lieu. On s'en est très vite rendu compte. Là, nous sommes devant le panneau de l'empreinte. Ce panneau de l'empreinte, il a aussi une construction. Juste au-dessus, nous avons des bouquetins ici, qu'on devine à peine, mais qui par la suite vont vous être vraiment, j'ai envie de dire, transfigurés, car on va voir ce panneau avec des projections et on va voir petit à petit toutes les gravures apparaître les unes après les autres. Et ça va permettre, on appelle ça, j'ai envie de parler de féerie presque, une féerie de gravures qui va apparaître à nos yeux. Et ça va permettre aux gens de vraiment voir ce qu'on ne peut pas voir du premier coup. Là ici, la visite de la grotte, c'est vraiment la contemplation, prendre le temps de ressentir ce qu'est ce lieu. On parle beaucoup de sanctuaire, entre autres. Bon, on ne peut pas affirmer qu'il s'agit d'un sanctuaire. En tout cas, pour nous, je pense qu'aujourd'hui, le message, il est là. C'est peut-être un sanctuaire réellement pour nous. Car ça nous met face à nous-mêmes, face à qui nous sommes, dans notre plus simple appareil, c'est-à-dire des hommes qui vivent de la nature, dans la nature, de l'art, de la musique, car ils faisaient aussi des instruments. On a trouvé une flûte, par exemple, dans le vallon de Castelmerle, pas très loin.
Et ici, des peintures extraordinaires, des gravures extraordinaires. Il y a un de nos internautes, Romuald, qui nous demande pourquoi on n'a pas refait cette réplique, mais avec des peintures comme elles auraient pu être originalement, avec des vraies couleurs, comme au moment où les hommes préhistoriques les ont peintes. C'est-à-dire avec des pigments... Voilà, comme au moment où ils les auraient peintes. Alors, ça existe. C'est de l'archéologie d'ailleurs. Ça s'appelle. C'est une archéologie un peu spéciale. Dans le Lot, ils ont fait ça, par exemple. Ils ont repris la grotte de Pechmerle et ils ont essayé de vraiment revivre le geste de Cro-Magnon, en allant chercher les pigments, en les utilisant comme il les faisait. Et bien sûr, on n'a pas la même réalité. C'est-à-dire qu'on ne revoit pas la vraie grotte. Que là, aujourd'hui, c'est fait exactement comme si vous y étiez. Mais ça existe, ça, effectivement. C'est une forme d'archéologie qui existe aujourd'hui pour vraiment se fondre dans la peau de Cro-Magnon et voir les gestes, les techniques, les pigments utilisés, comment ils les produisaient, parce que c'est une chimie un peu dans la pigmentation. Et on pourrait jamais être... Là, c'est peint et gravé. Alors, bon, là, on va en parler parce que quand même ce panneau, il est extraordinaire. C'est le panneau de la Grande Vache Noire et vous comprenez tout de suite pourquoi. Car il y a cette Grande Vache Noire ici en plein milieu. Oui, c'est gravé et peint comme ça l'était certainement dans toute cette partie-là de la grotte, contrairement à ce qu'on a vu au tout début. Et alors, nous avons des chevaux qui ont été certainement faits en premier et qui semblent partir en courant, s'arrêter ici, repartir dans le fond. On a un effet de profondeur extraordinaire, une densité de gravure extraordinaire. Ici, on a un grand cheval avec un petit cheval à l'intérieur. Cette grande vache noire aurait ensuite pris place par-dessus. Vous voyez ici, nous avons le train arrière d'un cheval dont la tête a totalement disparu et les jambes avant également, car elles sont derrière. Et au pied de cette vache noire, on a encore ce signe, le fameux blason de Lascaux, qui ici prend carrément des couleurs. Il synthétise en quelques traits toute la grotte, c'est-à-dire on a de la couleur, de la gravure et toutes les couleurs de la grotte, c'est-à-dire du jaune, du rouge, le noir de manganèse, mais aussi du mauve. Et là, du mauve, c'est une couleur qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la grotte et qui était très très rare. C'est un mélange d'hématite et du manganèse qu'ils ont fait ici. Donc ils ont fait une vraie chimie, puis ils ont été chercher cette hématite, car par ici on n'en trouve pas partout. Donc ça a été ramené ici, ça a été fait ici pour ce blason qui est vraiment mis ici en avant, en valeur. Et ça, c'est encore extraordinaire. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de voulu ici. Alors, on a un internaute qui nous demande quelles sont les hypothèses concernant le fait que l'homme de Cro-Magnon savait dessiner en perspective, alors que même plus tard, les Égyptiens ou les gens du Moyen-Âge ne savaient pas faire ça. Oui, alors... Il était plus intelligent qu'à l'époque. On a régressé, c'est ça? Peut-être qu'on a régressé, je ne sais pas. Non, en tout cas, bon, au Moyen-Âge, il y avait quand même des effets de profondeur. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, on faisait les grands châteaux devant, 2 petits châteaux derrière. Il y avait quand même cet effet un peu de profondeur. Bon, certes, on ne sait pas non plus la Renaissance, mais il y a quand même ça. Ici, on ne peut pas non plus parler d'une grande géométrie, de grands effets de profondeur, mais quand même, effectivement, ils avaient déjà ce souci du détail. Ils utilisent même le procédé de la réserve claire, c'est-à-dire de laisser des blancs entre les plans pour donner cette profondeur. C'est extraordinaire pour il y a 20 000 ans. Après, on n'a pas forcément régressé, non, on a quand même avancé avec ça. Par contre, effectivement, on avait oublié ces peintures pendant très longtemps et on est un peu reparti à zéro par la suite. Et puis, bon, forcément, lorsqu'on a commencé à parler des grottes préhistoriques, déjà, personne n'a cru au début que ça avait été fait il y a 20 000 ans. Entre autres, l'Église, ça a fait énormément de polémiques à l'époque. On connaît tous l'histoire extraordinaire d'Altamira en Espagne. Et là, voilà quoi. Donc, oui, il y a des effets de profondeur, certes, mais ce n'est pas non plus une avancée où nous avons régressé. Hein. Juste en face, vous avez la ligne des cerfs aussi, que vous allez pouvoir voir dans cette grotte, cette ligne de cerfs extraordinaire qu'on appelle les cerfs nageants. Alors pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'on a vraiment l'impression de les voir lutter contre un courant, vous voyez, comme si en fait il s'agissait également juste d'un cerf peut-être, dont qui descend une rivière. Voilà, qu'on avait fait son mouvement comme ça dans cette rivière. Peut-être qu'ils l'avaient vu traverser la Vézère et qu'ils étaient venus ici le projeter sur ses parois, peut-être. C'est une théorie. Allez-y. Et bien sûr, la ligne, la rivière, est suggérée par la banquette argileuse, par cette énorme banquette argileuse qu'on a ici. Tout ça, c'est de l'argile. Il ne faut pas oublier que Lascaux, c'est une grotte qui est en hauteur. J'aime parler de grotte belvédère, en quelque sorte, d'où on voit tout le paysage de la vallée de la Vézère. Ce qu'ils voient de là-haut, ils viennent le transcrire ici aussi dans cette grotte. Il y a peut-être aussi cette idée-là.
Voilà pourquoi on a peut-être ici l'idée de cerf qui traverse la Vézère, pourquoi pas. En tout cas, elle est souvent reprise cette idée. On pense aussi qu'il traverse de la brume, enfin chacun il voit ce qu'il veut aussi, hein, bien évidemment, vu qu'on n'a pas les clés. C'est ça qui est bien. C'est ça. C'est que tout le monde Chacun peut, voilà, chacun peut partir dans ses délires les plus profonds, ses rêves, et c'est ça qui est beau. Parce que le message, il est là, c'est que l'homme, il a toujours rêvé, il s'est toujours créé des histoires, et c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Si on a été aussi loin en si peu de temps, si on a été aussi loin dans les technologies, tout ça, c'est qu'on est des très grands rêveurs, nous les humains, quand même. Et donc je vous rappelle qu'on est donc à visiter la grotte de Lascaux, ou plus précisément sa réplique. Donc là, on a fait plusieurs salles, donc on avance progressivement. Sébastien est avec nous pour nous faire la visite. Alors juste pour expliquer pour ceux qui nous prennent en cours, que vous n'avez pas un casque pour écouter de la musique à un moment si vous vous ennuyez, c'est que vous êtes relié à une petite tablette que tous les visiteurs ont pendant la visite et qui leur permettent de comprendre ce qu'ils voient, mais aussi d'interagir, de s'envoyer éventuellement des photos par exemple. Voilà. Et dans un deuxième temps, on va tout vous montrer ensuite, mais de comprendre ce qu'ils ont vu. Voilà. Dans la grotte, la tablette, c'est une interaction avec l'homme, c'est la contemplation. On visite la grotte. La tablette, elle sert surtout pour la suite de l'aventure. On va pouvoir prendre des photos de morceaux de parois. Donc ici, en fait, les photos sont interdites dans la grotte. Par contre, les morceaux des parois sont faits par la suite. Et les gens pourront faire autant de photos qu'ils veulent, comme s'ils étaient dans la grotte. Et ça, c'est exceptionnel aussi. Alors, il y a une question intéressante d'Indro. Un truc qui m'intrigue, il n'y a pas de représentation de prédateurs sur les peintures. Le peintre était vegan ou quoi? J'adore cette question. Alors non, en fait, on en a très peu parlé jusqu'à maintenant. Donc, il y a des animaux dangereux. Je vous ai montré brièvement un ours tout à l'heure, mais on va le revoir surtout après cet ours. Il y a des animaux dangereux, des prédateurs qui sont cachés de ci, de là. Dans l'abside, parmi le monticule de gravure, il y a un loup, par exemple. Mais c'est toujours caché. C'est toujours dans des endroits comme si ces prédateurs étaient à l'affût de nous et qu'on ne pouvait pas nous les voir du premier coup et qu'ils pouvaient bondir à tout moment, peut-être. Et un peu plus loin dans la grotte, dans un petit couloir, ça va sur une centaine de mètres encore ici. En fait, il y a des gours, il faut passer dans des trous, dans des fosses, dans des chatières, et on arrive à une galerie très étroite qui s'appelle le diverticule des félins. Et dans ce diverticule des félins, vous l'avez compris, il y a des félins qui nous entourent, ça rugit de partout. On voit même un félin qui semble cracher du sang, en tout cas vomir et uriner. C'est une scène presque violente, et on finit par un cheval qui nous regarde de face. Et vous avez remarqué aussi, tous les animaux sont de profil, alors qu'au fond de cette galerie ici, un cheval va vous transpercer de son regard et de face. On va aller voir ça. Alors effectivement, on a quelqu'un qui fait une petite blague, Claude, il dit si les hommes préhistoriques avaient été véganes, on aurait eu des poireaux représentés. Il n'y a aucun végétaux justement, et c'est Asté qui nous demande aussi. Et ça. Oui, on n'en avait pas encore parlé effectivement. Des végétaux, il n'y en a pas. Pas comme à l'époque médiévale où on représentait énormément de végétation, les rinceaux entre autres dans les églises romanes. Ici, c'est pas le cas. Très peu de paysages, pas du tout de paysages même, et pas du tout de nature. Comme si en fait la nature, c'était la paroi naturelle. Finalement, c'est peut-être pas un tort, voilà. C'est la terre, c'est la nature, elle est déjà là. Eux, ils ont juste représenté ce qui se passe dans cette nature. Donc ça reste aussi un mystère. Souvent on nous pose des questions là-dessus, mais voilà quoi. En tout cas ici ce sont les animaux et effectivement quasiment pas de végétaux. Là nous sommes devant les bisons dits adossés. Alors en fait ils se frappent comme ça à la croupe, ils se tapent la croupe. Ils font souvent ça ces bisons lorsque c'est la période de reproduction. Comme le cerf va bramer, les bisons vont se battre entre eux lorsque les femelles sont en chaleur pour bien sûr gagner la femelle. Là, ici, de ce côté-ci, nous avons un bison très poilu. Il est hirsute, il a le poil hirsute, ce bison. Celui-ci, juste en face, il a une tache plus ocre, comme s'il avait mu d'une certaine manière. En fait, on a peut-être l'idée ici, peut-être, je dis bien, la question de la saisonnalité qui est suggérée. L'hiver, peut-être l'été, peut-être le printemps, à la période des amours, mystère, en tout cas, on a peut-être cette idée-là. Et remarquez aussi les effets de profondeur, on en parlait tout à l'heure. Nous avons 1, 2, 3, 4 plans juste avec les pattes ici. Et cette réserve claire, c'est le blanc qu'on voit, qui est laissé ici pour suggérer vraiment cette profondeur. Là, la tête de ce bison, on parlait tout à l'heure des techniques. Là, on peut penser à la technique du pochoir qui serait fait avec les mains comme ceci. Et on aurait soufflé en fait avec un petit os creux peut-être ou avec du tampon et ce serait apparu. Alors, juste comme ceci. Alors, on va peut-être avancer. On va si avancer. On veut réussir à tout